Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, élection sénatoriale au Cameroun. L'opposition va-t-elle parvenir à prendre plus de sièges face au RDPC au pouvoir qui tente de renforcer sa place au sein de la Chambre haute du Parlement? Les résultats officiels sont attendus dans les prochains jours. 12 mars 1968, 12 mars 2023, les Mauriciens ont célébré l'an 55 depuis leur accession à l'indépendance, une fête nationale au cours de laquelle, dans les différents discours, il a été question de cohésion sociale et des progrès réalisés depuis l'indépendance. Le bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, mais il continue d'être menacé par la déforestation, alors que la préservation de cet écosystème est capitale dans la lutte contre le changement climatique. On ouvre ce journal par la visite officielle au Bénin du président nigérien Mohamed Bazoum, une visite de 2 jours entamée ce lundi. Une importante délégation dont plusieurs membres du gouvernement nigérien ont fait le déplacement. Au programme, plusieurs entretiens avec les autorités béninoises, dont le chef de l'État Patrice Talon. Il devrait également y avoir une conférence de presse conjointe des 2 dirigeants d'Afrique de l'Ouest avec comme sujet majeur l'économie, à l'instar de l'oléoduc qui relie les champs pétrolifères d'Agadem au Niger au port en eau profonde de Sémé au Bénin. À l'ordre du jour également les questions sécuritaires à l'heure où le terrorisme continue de menacer la sous-région. Les élections sénatoriales se sont tenues dimanche 12 mars au Cameroun. Attente maintenant des résultats de ce scrutin. Au total, 70 sénateurs doivent être élus au suffrage indirect. Vont s'y ajouter 30 sénateurs nommés par le chef de l'État. Ces élections sénatoriales se sont tenues après les toutes premières de 2013 et les dernières qui remontent à 2018, dernière législature remportée par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir. Reportage Séverin Douqueux. Ils sont 11 134 grands électeurs qui étaient attendus au bureau de vote ce 12 mars 2023 pour élire la 3e cuvée des sénateurs de l'histoire du Cameroun. À l'unique bureau de vote du Mfundi dans la région du centre, 299 électeurs, dont 290 conseillers municipaux et 9 conseillers régionaux ont accompli leur devoir civique. Le Sénat est la chambre haute du Parlement et le Sénat est le représentant des collectivités territoriales décentralisées auprès de ce Parlement, dont raison pour laquelle nous sommes appelés aujourd'hui à choisir nos sénateurs, à choisir ceux qui défendront les intérêts de nos communes, de nos régions au sein du Parlement. Donc c'est un sentiment de devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir accompli mon devoir de citoyen en tant que grand électeur, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé ce matin à cette élection. L'élection sénatoriale revêt un enjeu important dans la vie politique du Cameroun. Les sénateurs, membres de la Chambre haute du Parlement, sont les représentants des collectivités décentralisées à même de défendre les intérêts des populations. Pour les acteurs politiques, si l'élection de la 3e cuvée des sénateurs est le témoin d'une avancée notoire du processus de décentralisation, l'action des sénateurs peine le plus souvent à se faire ressentir, notamment en matière de validation des projets de loi. Le scrutin de ce 12 mars porte l'espoir de les voir davantage à l'œuvre. Pour parler de décentralisation, il y a plusieurs partitions qui doivent jouer en même temps. Il y a déjà l'action publique qui est déjà réalisée au quotidien par les exécutifs municipaux et régionaux, mais également l'action parlementaire qui doit être encadrée au niveau du Sénat. Et nous espérons que cette 3e cuvée des sénateurs sera à la hauteur de nos attentes pour qu'on puisse vraiment ressentir les effets sur le plan légal, sur le plan des normes, sur le plan normatif, qu'on puisse ressentir les effets du travail de ces sénateurs auprès de la Chambre haute du Parlement. 198 bureaux de vote au total, repartis sur les 58 départements, ont été ouverts pour l'élection de 70 sénateurs issus des 22 listes de candidatures retenues par le Conseil électoral en vue du scrutin. Pour la proclamation des résultats, il faudra attendre un délai de 15 jours conformément à la réglementation, soit le 27 mars 2023 ou plus tard. C'est officiel, le gouvernement malien de transition a annoncé
Le report du référendum constitutionnel initialement prévu le 19 mars prochain. Ce référendum est une étape capitale vers les élections prévues en 2024, censées acter le retour des civils au pouvoir. Mais la junte malienne assure, les engagements pris seront néanmoins respectés. Un pouvoir civil sera à la tête du pays en 2024. Écoutez l'analyse du constitutionnaliste malien Bala Cissé. Le report a été justifié par des arguments suivants. Tout d'abord, concernant l'opérationnalisation de l'organe chargé de piloter des élections, aussi sa mise en place sur toute l'étendue du territoire, autrement dit parce qu'il y a une nouvelle loi électorale qui modifie les découpages électoraux sur les 19 raisons administratives plus les districts de Bamako dans la capitale, aussi la vulgarisation du projet, autrement dit d'expliquer mieux la sensibilisation du projet aux Maliens, le contenu et les tenants, les aboutissements de la nécessité de cette nouvelle constitution. Mais en réalité, la question fondamentale qu'il fallait se poser au préalable est la suivante. Les conditions sont-elles réunies pour organiser un référendum constituant au Mali? La réponse est non, parce qu'au regard du contexte sécuritaire, il fallait mettre la condition de l'entrée en vigueur de cette constitution par la voie parlementaire en cas de l'impossibilité matérielle et organique ou personnelle d'organiser un référendum. Je pense quand même que déjà en réalité, si on regarde l'article 189 de la Constitution qui pose problème sur cette thématique, si le report aura lieu ou pas, je pense quand même que l'article 189 de la Constitution pose un problème avec 3 textes constitutionnels. Aujourd'hui, nous avons la charte de la transition, nous avons aussi la constitution de la Troisième République, plus le projet constitutionnel. Le référendum, en cas de l'impossibilité d'organiser le référendum, le projet va être abandonné. Or, en réalité, on pourra rentrer ces projets en vigueur en modifiant, en mettant en place une assemblée constituante, c'est-à-dire de transformer le CNT, le Conseil national de la transition, comme étant l'organe législatif, de devenir l'organe constituant qui puisse adopter cette constitution par la voie parlementaire et non par référendum. Je pense aussi qu'au regard du budget, c'est-à-dire que la question financière, on pourra faire économie en passant cette nouvelle constitution. Une proposition de ma part de faire via par la voie parlementaire. Certes, on peut critiquer le CNT, le Conseil national de la transition, sa légitimité, mais je pense qu'il est possible de transformer en étant l'Assemblée constituante pour adopter cette constitution. Je pense quand même que l'histoire nous dira si le Mali va se passer à la 4e République ou pas. Les Mauriciens ont célébré dimanche dernier le 55e anniversaire de leur accession à l'indépendance, une fête nationale dans la sobriété cette année, dans les différentes prises de parole des autorités mauriciennes, dont celle du Premier ministre Pravin Jugnot. Un point a été fait sur la situation économique et sociale du pays. Les défis qui restent encore à relever ont également été évoqués. Eugène Chema, Séverin Douqueux. Le 12 mars 1968, Maurice devenait un État souverain en obtenant son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni avant de prendre en 1991 le statut de République. Ce sont ces 2 événements que le peuple mauricien commémore chaque 12 mars. Pour l'édition 2023, placée sous le sceau de l'harmonie et de la cohésion sociale, l'État d'Afrique australe célèbre ainsi le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance et le 31e anniversaire de la proclamation de la République. Une cérémonie de levée de drapeau a été organisée au siège de la présidence à Moka, au centre de l'île Maurice. Ce que nous célébrons ce matin, c'est avant tout la réussite de notre magnifique pays et les réalisations d'un peuple exceptionnel qui a su construire une nation prospère et pacifique malgré les conflits difficiles. Nous devons rendre hommage à nos parents, grands-parents et ancêtres pour ce qu'ils ont fait et enduré afin que nous ayons une meilleure vie aujourd'hui. Leur sens de l'effort et du sacrifice devrait nous inspirer. En 55 ans d'indépendance, cet État de 2040 km² de superficie, avec une population d'environ 1,3 million d'habitants, peut s'enorgueillir du chemin parcouru dans la mise en œuvre de programmes de développement. Le pays figure à la première place en Afrique et à la 68e dans le monde à l'indice de développement humain 2022 de l'Organisation des Nations Unies. La paix et l'harmonie sociale, c'est un autre facteur décisif pour nos pays. La paix et l'harmonie sociale constituent des facteurs décisifs pour notre pays. L'Institut for Economic and Peace classe Maurice à la 28e position sur 163 pays dans le tableau de l'indice mondial de la paix.
Tout cela démontre que nous, Mauriciens, avons su faire de notre diversité et de nos différences une force. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, c'est l'expression des bonnes décisions, d'un travail dur d'une équipe gouvernementale soudée. Et c'est aussi grâce à un travail dur de l'équipe soudée d'un gouvernement. Selon les données de l'administration fiscale de Maurice, l'île a connu une croissance notable ces 50 dernières années avec une évolution moyenne du PIB de 5,5% par an. En 2022, l'économie a connu une croissance annuelle de 7,2%. Au cours du dernier demi-siècle, le PIB de la République de Maurice est passé de 841 millions de roupies mauriciens à plus de 400 milliards de roupies. Les pouvoirs publics ont transformé une économie à monoculture dominée par la canne à sucre en un modèle plus diversifié, axé sur l'innovation et les services. Maurice a aussi gagné en notoriété sur le plan de la stabilité politique et de la bonne gouvernance. Pour la Banque africaine de développement, Maurice est un chef de file en matière de développement d'infrastructures et l'un des pays du continent africain les plus favorables aux investissements. La préservation du bassin du Congo, un enjeu africain mais aussi mondial. Cette immense forêt d'Afrique centrale, deuxième puits de carbone du monde, fait face à de multiples pressions, dont la déforestation. Le massif forestier du bassin du Congo représente l'équivalent de presque 10 ans d'émissions mondiales. La gestion durable de ces forêts est donc nécessaire pour préserver leur capacité à limiter le changement climatique. Séverin Douqueux. La lutte contre les changements climatiques est conditionnée par la protection des forêts. Les forêts du bassin du Congo, qualifiées de poumons de la planète, permettent de décarboniser l'atmosphère d'environ 1,1 milliard de tonnes de carbone annuellement. L'une des stratégies pour leur préservation, c'est le marché carbone qui permettrait de mobiliser plus de 6 milliards de dollars par an. Si nous voulons aller vers une transition énergétique, mais il nous faut avoir des ressources. Nous sommes des bons élèves de l'atténuation. Nous disons aux gens, nous avons des populations à qui il faille donner une économie circulaire alternative pour pouvoir concilier le développement inclusif et la conservation de notre habitat qui est la nature. Donc aujourd'hui, au travers des crédits carbone, nous voulons parler des crédits carbone aujourd'hui souverains, en conformité avec l'accord de Paris, et non les crédits carbone volontaires. La préservation des forêts est au cœur des préoccupations climatiques des politiques mondiales. De nombreuses économies africaines sont dépendantes de l'exportation des forêts. Pour Christian Roch, facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, la protection des services écologiques des forêts passe par le développement économique inclusif. We cannot achieve our climatic objectives. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs climatiques sans les 3 derniers poumons de la planète. Cela est clair. Nous devons, en tant que communauté internationale, trouver des moyens pour pouvoir conserver les fonctions des forêts, climat, eau, biodiversité, et de l'autre côté, trouver des modèles qui nous permettent de mettre sur pied le développement économique pour tous, mais bien sûr dans le bassin du Congo. Economic development for everybody, but of course also for the Congo basin. La mobilisation des financements pour une préservation et une exploitation durable des forêts est un impératif. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été promise par la France au One Forest Summit tenu à Libreville les 1er et 2 mars 2023 pour accélérer la mise en place de stratégies de protection des réserves de carbone. Retour à présent sur cette nouvelle victoire du Sénégal. Les Lionceaux ont remporté samedi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans en battant la Gambie 2-0. C'était donc le 11 mars au Stade international du Caire en Égypte. C'est la première victoire des juniors dans ce tournoi. Un nouveau sacre pour le Sénégal après la CAN 2022 et le CHAN 2023. Paul-Marcel Mayagui commenté par Absan Bibou. Au thème d'un parcours parfait, les Lionceaux de la Teranga ont triomphé des Scorpions de la Gambie et s'adjugent le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et comme l'on pouvait s'y attendre, le match, disputé dans le stade international du Caire en Égypte, promettait d'être serré entre le Sénégal et la Gambie, les 2 meilleures défenses de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. Mais l'attaque sénégalaise a fait plier la défense gambienne dès la 6e minute sur une tête de Souleymane Faye, ce qui a permis au Sénégal de mener 1-0 face à la Gambie jusqu'à la fin de la première période. Les Lionceaux du Sénégal ont démontré simplement dans cette compétition qu'ils avaient de la matière à vendre. Des victoires avec la manière et le sacre
Au bout de l'effort, le Sénégal simplement n'a pas eu d'égal chez la U20. L'équipe a fait preuve de discipline tactique et d'engagement tout au long de cette compétition. Face à une solide défense sénégalaise qui maîtrise ses débats, les poulains d'Abdoulaye Bojan, qui n'ont pas cadré un seul tir durant ce derby ouest-africain, ont multiplié les offensives sans jamais réellement mettre en déroute la défense sénégalaise. À la 50e minute de jeu, le milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, sur un corner, permet aux Lionceaux de la Teranga de creuser l'écart. Un record inédit pour le pays de la Teranga qui a réalisé un parcours historique en ce qui concerne le football ces derniers mois. Une réussite qui doit vraiment créer une saine émulation sur le continent lorsqu'on sait que le pays est en train de récolter les fruits d'un travail de longue haleine. Avec 14 buts marqués, le Sénégal a remporté tous ses 6 matchs. Les vainqueurs de la CAN U20 n'ont encaissé aucun but dans ce tournoi, faisant d'eux la meilleure défense et la meilleure attaque de la compétition. Le gardien sénégalais, Landing Bading, termine meilleur gardien avec 0 but encaissé. Pape Demba Diop remporte le soulier d'or après avoir fini meilleur buteur avec 5 réalisations, tandis que Lamine Camara est désigné meilleur joueur de la compétition. Le Sénégal remporte ainsi toutes les distinctions individuelles de cette CAN U20. Chaleureuse félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales, 6 matchs, 14 buts marqués, 0 encaissés, meilleure équipe, meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur buteur. On ne peut faire mieux. En remportant le 11 mars 2023 au Stade international du Caire, en Égypte, la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Sénégal remporte ainsi dans l'espace de 13 mois sa 4e compétition de la Confédération africaine de football. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.